Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une question vraiment importante en droit du travail français. Comment les absences affectent l'acquisition des congés payés? C'est parfois un vrai casse-tête, on va pas se mentir. On s'est basé sur un article de la Paix Facile pour essayer d'y voir plus clair. Le but, c'est simple. Décortiquer un peu les règles. Comprendre quelles absences permettent de continuer à cumuler des jours et lesquelles stoppent le compteur. Alors, regardons ça de plus près. Le principe général, c'est qu'une absence, ça suspend le contrat de travail. Et donc, logiquement, ça suspend aussi l'acquisition des congés. Mais bon, on sait qu'en droit du travail, il y a toujours des exceptions. Tout à fait. C'est le point de départ, mais la réalité est plus nuancée. L'acquisition des congés, elle continue dans certains cas bien précis. Soit parce qu'un accord collectif, que ce soit d'entreprise ou de branche, le prévoit, soit, et c'est souvent là que ça se joue, parce que la loi elle-même dit que cette absence est assimilée à du temps de travail effectif. Ah oui, le fameux temps de travail effectif. On entend beaucoup ce terme. C'est vraiment le critère déterminant, oui. D'accord. Alors concrètement, quelles sont ces absences que la loi traite comme si on avait travaillé au moins pour les congés? Il y en a un certain nombre. D'abord, ce qui semble logique, les périodes de repos ou de congés elles-mêmes. Je pense aux congés payés de l'année d'avant, bien sûr, mais aussi les jours de RTT, les repos compensateurs pour heures supplémentaires. Oui, logique. On ne perd pas de droits à congés pendant qu'on prend ses congés. Ça serait un comble. Et pour les événements de la vie? Oui, mariage, naissance. Absolument. La loi protège ces moments importants. Donc le congé maternité, le congé paternité, le congé d'adoption, tout ça, c'est intégralement assimilé à du temps de travail effectif. Et pareil pour les congés pour événements familiaux. Un mariage, un PAX, la naissance d'un enfant ou malheureusement le décès d'un proche. C'est une protection essentielle, en effet. D'accord. Et si on parle santé ou formation, ça donne quoi? Alors, là aussi, il y a des règles spécifiques. Les arrêts de travail qui sont dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou même un accident de trajet entre le domicile et le travail, sont considérés comme du temps de travail effectif pour les congés. D'accord. Donc si on a un accident du travail, on continue à cumuler? Oui, mais attention, il y a une limite importante. C'est valable pour une durée ininterrompue d'un an, au maximum. Ah, un non. C'est une précision clé. Exactement. Si l'arrêt dure plus d'un an, sans aucune reprise, même courte, eh bien la période qui dépasse cette année ne génère plus de droit à congé. Très clair. Et pour la formation professionnelle? Certains congés formation sont aussi inclus. On parle par exemple du congé pour faire un bilan de compétences ou encore le congé lié à un projet de transition professionnelle, le fameux CPF de transition. Et puis aussi les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. L'idée, c'est de ne pas pénaliser le développement des compétences ou l'engagement des salariés. Ok, donc on a quand même une liste assez large d'absences qui n'arrêtent pas le compteur de congés. Mais alors, à contrario, quelles sont les absences qui, elles, suspendent vraiment l'acquisition? Celles où on ne cumule rien. Alors, il y en a aussi, bien sûr. L'exemple le plus courant, c'est l'arrêt maladie pour une maladie, disons, ordinaire, non professionnelle. Sauf si, encore une fois, une convention collective plus généreuse existe dans l'entreprise ou la branche, cet arrêt maladie ne compte pas pour les congés payés. Ça, c'est une différence majeure avec l'accident du travail, c'est bon à savoir. Oui, c'est une distinction fondamentale. Et il y a d'autres exemples d'absences qui ne comptent pas. Oui, le congé courant malade, par exemple, ou le congé de présence parentale, le congé parental d'éducation aussi, en principe, il ne compte pas pour les congés payés. Attention, petite subtilité. La première année compte pour moitié pour l'ancienneté, mais pas pour les congés. On peut ajouter le congé sabbatique ou encore la mise à pied, qu'elle soit disciplinaire ou conservatoire. Dans tous ces cas, sauf accord collectif contraire, pas d'acquisition de congé pendant l'absence. D'accord, je vois. On peut distinguer d'un côté des absences souvent subies, non, liées à la santé, au travail, aux grands moments de vie protégés, ou au repos, qui est déjà un droit. Et de l'autre, des absences qui relèvent plus du choix personnel, de la maladie ordinaire ou de sanctions. C'est un peu ça. C'est une manière assez juste de résumer la logique générale, oui, même si chaque situation a vraiment ses détails légaux propres. La différence entre maladie pro et maladie non pro est vraiment très importante. Et le réflexe à avoir, c'est toujours de vérifier la convention collective applicable. Elle peut améliorer les choses. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la nature exacte de l'absence est cruciale.
C'est indispensable de connaître ces règles, aussi bien pour les salariés qui suivent leurs droits que pour les employeurs pour la gestion de la paie, des plannings. Une erreur peut avoir des conséquences. Tout à fait. La vigilance est de mise, et ça nous amène à une petite réflexion, pour terminer peut-être. On voit apparaître de nouvelles formes de travail, des nouveaux congés parfois, liés à l'écologie, à l'aide aux proches. Comment le droit va suivre? Est-ce que cette liste des absences qui comptent comme du temps de travail effectif pourrait évoluer sous l'impulsion des juges ou de nouvelles négociations? C'est une question ouverte pour l'avenir. C'est une perspective intéressante, effectivement. Ça sera sans doute à suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse.